Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans Et si on en parlait. Ce soir, nous plongeons au cœur de la bataille judiciaire et diplomatique la plus sensible de la transition gabonaise. L'affaire Sylvia et Nouroudine Bongo Valentin, avec l'approche du procès historique fixé au 10 novembre ici à Libreville, un procès qui se tiendra par contumace puisque les accusés se trouvent à l'étranger. Le Gabon cherche à affirmer sa volonté inébranlable de mettre fin à l'impunité et de marquer une rupture définitive avec l'ère de la météorite. Cette démarche, symbole de la lutte contre la corruption et les détournements de biens publics, place notre système judiciaire sous le feu des projecteurs. Cherchant à prouver sa légitimité et son indépendance face aux attentes fortes de la population. Mais cette quête de légitimité se heurte de plein fouet à une redoutable contre-offensive menée depuis l'Europe, la diffusion de la vidéo controversée orchestrée par la défense a transformé ce dossier en un véritable bras de fer international. En déposant plainte en France pour torture et séquestration, la famille Bongo tente de basculer du statut d'accusé de crimes économiques à celui de victime d'un arbitraire d'État. Ce soir, nous allons analyser cette complexité juridique et politique avec nos invités. Notre débat de ce soir s'intitule « La justice gabonaise est-elle en quête de légitimité ou subit-elle le chantage de la diplomatie judiciaire ?» Et avec moi, dans ce studio, à ma droite, Franck Ondometogo, directeur général des relations avec le Parlement et acteur politique. En face de lui, nous avons Honorable Fumbula Libeka, qui est lui acteur de la société civile et député de la transition. Juste en face de moi, nous avons Pierre Claver Tchema, qui est observateur de la vie socio-politique de notre pays. Et enfin, le docteur Lambert Ekoeni, qui, lui, est expert en sciences du comportement. Docteur, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à nos fidèles auditeurs. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec Anita Jordana Tsumba. Anita, bonsoir. Bonsoir Vibrion et bonsoir à tous. Et bien évidemment, je vous laisse la parole pour plonger nos invités dans le débat. Oui, plonger nos invités dans le débat. Et la toute première question, c'est de savoir ce que c'est un procès par contumace. Alors, je donne la parole à l'honorable Fumbula qui est juste à ma gauche. Bon, sous réserve, hein, ouais, bien sûr, de mon aîné expert, Franck Betogo, je quand même aventurer. En gros, en langage simple, c'est le fait de juger quelqu'un qui n'est pas sur le territoire. Alors, du coup, quel peut être donc l'impact politique de la décision qui peut subvenir au terme de ce procès qui aura lieu le 10 novembre prochain? Alors bien, je vous remercie pour l'occasion que vous nous accordez aujourd'hui pour nous exprimer sur un thème aussi bien juridique que politique, un thème très sensible. Et j'ose espérer que nous allons sortir d'ici chacun avec quelque chose de plus par rapport à ce que nous avons comme information et connaissance. C'est pour ça que nous devrons éviter de mettre la charrue avant les bœufs. Vous savez, le dossier est en instruction, le procès va se tenir le 10, nous ne pouvons pas d'aventure parler de l'impact comme si nous connaissons déjà quelle est la décision. Je pense que à ce niveau, et c'est là où je condamne les activistes qui se projettent sur un terrain qui est un terrain très très glissant, nous sommes en droit, il ne serait pas souhaitable que nous nous avancions sur la suite d'un procès qui n'a pas encore lieu. Donc à ce niveau, ce qui est important, c'est de savoir que la justice gabonaise est restée dans son couloir. L'instruction se fait, le procès est programmé pour le 10. Attendons de voir la décision qui sortira et nous allons nous retrouver encore dans cette salle pour l'analyser, la scruter. Éventuellement en tirer des leçons. D'accord. Alors, pour revenir sur le procès, et notamment, vous avez parlé des sorties des activistes sur les réseaux sociaux. Je vais me retourner vers vous, honorable. Vous avez, dans une publication récente, vous affirmez être
entre autres co-signataires des plaintes contre Ali Bongo et Si. Que dit cette plainte? Bon, mais ce sont des plaintes pour les détournements déjà des fonds Covid et pour beaucoup d'autres actions également. Mais je vais d'abord réagir par rapport à la première question, l'impact. Je pense qu'il y a un impact. Un impact qui a commencé déjà à se dessiner, rien que par l'arrestation et la détention provisoire de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo. L'État affirme effectivement sa fermeté sur les questions de détournement de fonds. Il y a un autre impact politique parce que lorsque ces derniers sont arrêtés, Ali Bongo est maintenu en résidence surveillée. Il n'est pas arrêté. Donc on voit là derrière la volonté de l'État, malgré les griefs, à respecter quand même le statut d'un chef d'État. Et je rappelle en illustration qu'à ce jour, l'une des exceptions, c'est par exemple Sarkozy en tant que chef de l'État, qui se retrouve en détention. Moi, on ne connaît pas beaucoup de chefs d'État ayant commis des impairs qui se sont un jour retrouvés en prison. Donc il y a un impact qui est partagé entre la fermeté de l'État à l'époque, le CETRI, mais également avec le respect du statut de chef de l'État, du fait que certains étaient mis en prison, et Ali Bongo maintenant en détention. L'autre impact, qui n'est pas moins considérable, et sur lequel je me suis longuement prononcé, c'est le fait que ces personnes ont été exfiltrées du Gabon sans être jugées. Et lorsque je faisais... Pour des raisons médicales. Non, pour les raisons, je vous le dis, c'est de l'habillage. Je l'ai dit lors de ma conférence de presse du 16 mai. Je suis désolé, il n'y avait aucune urgence. Ali Bongo, oui, il était déjà en résidence surveillée. On aurait pu faire venir les meilleurs médecins du monde. Lui encore, on pouvait le laisser partir parce qu'il était déjà en résidence surveillée, pas en détention. Mais je suis désolé, les raisons médicales ne peuvent pas, comme par enchantement, par contamination, toucher tout le monde au même moment. Sylvia, Noureddine, Ali, et puis tous sortent pour la même raison. Non, non. Il faut qu'on arrive à être franc avec les populations gabonaises. Je dis que ce n'était pas pour des raisons médicales, mais assurément pour des raisons diplomatiques. On ne dit pas tout, on comprend. Parce que le Gabon ne pourra pas vivre, je chute par là à cause du temps. Tout à fait. Le Gabon ne vit pas en autarcie. Et ça, j'assume. Nous étions en situation de transition, où nous avons décidé d'en sortir, où assurément d'autres mettaient des pressions. Le Gabon était suspendu dans plusieurs instances internationales. Je pense qu'à ce niveau, il y a peut-être eu un plaidoyer d'un bon nombre de chefs d'État ayant demandé à ce qu'on puisse libérer ces trois avec la promesse qu'ils reviendront au Gabon. Maintenant, la grande question, ceux qui ont fait ce plaidoyer, est-ce qu'ils vont tenir leur engagement pour ramener les trois qui sont sortis au Gabon? C'est là où je vais poursuivre mon développement. Je vais me retourner vers le docteur Eko et bien évidemment après Pierre Claver Tchema. Aujourd'hui, la question qui est posée par toute la population, c'est après que cette décision ait été prise justement de permettre à la famille Bongo de sortir du pays et qu'aujourd'hui, une vidéo vienne pour controverser tout ce qui avait été donné comme raison. Aujourd'hui, docteur, comment est-ce que les Gabonais peuvent prendre ça en termes de parole d'État, en fait? Tout en vous remerciant pour l'invitation sur un sujet thématique aussi importante pour la République. Je dois dire que de manière tout à fait humaine et naturelle, lorsque quelqu'un se sent accusé de quelque chose, la tendance naturelle est de se défendre. Et pour se défendre, l'accusé utilisera tous les moyens qui lui viendront à l'esprit. Je crois que c'est une analyse tout à fait neutre. Que ce soit moi, que ce soit Sylvia ou Noureddine, quand on est accusé, c'est normal que quelqu'un cherche à se défendre. Cependant, nous devons saluer l'initiative ou le courage des hommes de loi, parce qu'on sait, dans nos pays comme ailleurs, combien de fois les chefs d'État ou des ministres ou des hauts dignitaires ont été jugés. Voyez-vous. Donc nous devons saluer ce courage, que ce dossier soit mis à table pour que le jugement soit pris, que l'affaire soit traitée et jugée. Je dois ajouter à cela que, en réalité, le problème du Gabon, de l'Afrique et du monde, il est celui des hommes de cœur
et des hommes intègres. La loi est une chose, la rigueur, à l'obéissance, à la force que la loi doit avoir est tout autre chose. L'honorable l'a dit, Sarkozy fait l'objet de toute l'actualité. En France, ancien chef d'État. Combien de chefs d'État en Afrique sont allés dans les tribunaux pour être jugés? On n'en connaît pas beaucoup, sauf lorsqu'il y avait des situations, je le dis bien, sans être un expert en politique, quand il y avait des situations de règlement de compte. Nous redisons tout ceci, il faut louer le courage, et je crois que c'est un signal fort aussi pour les autorités. Le Gabon est un Gabon nouveau. Nous voulons désormais que la loi fasse son travail, et que cette loi soit la même pour tout le monde. Que vous soyez ancien chef d'État, famille présidentielle, citoyen lambda, que cette loi soit la même pour tout le monde et que chacun soit égal, tous les humains égaux, tous les Gabonais égaux face à la loi. C'est à cela que nous voulons nous manifester et formuler les doléances et souhaiter à ce que les choses en soient ainsi. Peut-être la question également à M. Tchema. Pensez-vous que la justice gabonaise est-elle prête à juger l'histoire sans être influencée par elle durant ce procès? Alors, moi, je veux intervenir dans 3 axes. La question du discours. On a des discours qui sont tenus par le pouvoir. Ce discours, par les faits, par les derniers faits, nous montre qu'en réalité, on a un problème avec notre justice. M. Edi Mina a tenu une conférence de presse lorsque M. Ali Bongo et son épouse et son fils sortaient. Aux dernières nouvelles, on a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Je cru entendre le président de face à RFI à la presse internationale que cette affaire sera jugée dans les normes. En réalité, nous souhaitons vivement, nous les Gabonais, que cela ne soit pas la justice des vainqueurs, que cela ne soit pas la justice, parce que même lorsqu'on a tué M. Sarkozy en prison, mais il a des avocats qui vont jusqu'au bout, qui défendent. Et M. Sarkozy a posé des actes graves avec la question du financement de sa campagne et avec le financement de la Libye. M. Noureddine, Mme Ali Bongo et M. Ali Bongo, on nous a dit que M. Ali Bongo était en résidence surveillée, ensuite on nous a dit qu'il était libre, ensuite on nous a dit que Noureddine et sa maman devaient sortir pour des questions de santé, mais ce à quoi nous vivons aujourd'hui, on se pose énormément de questions sur la qualité de notre justice, sur l'indépendance de notre justice, sur la transparence de ce dossier. Nous n'avons pas de chiffres. En réalité, M. Edi Mina, docteur pénaliste, devait communiquer régulièrement. Nous le voyons ailleurs. Les procureurs doivent communiquer sur l'évolution du dossier. Or, les images que nous avons aujourd'hui nous laissent un peu dubitatifs par rapport à la question centrale de notre justice. Est-elle véritablement transparente? A-t-elle les coups de franche? A-t-elle vraiment le pouvoir? Parce que c'est un pouvoir. Est-ce que vous êtes sûr de l'authenticité justement de la vidéo? Écoutez, Juste pour savoir. Jusque-là, nombreux parlent de si c'est un manipulation. fake news, en réalité, on parle de manipulation. on va nous dire IA, c'est ça, non? Intelligence artificielle. Mais en réalité, on le voit si bien. Il y a des démentis sur les fake news. À la télévision, démontré. Voilà tel montage, cette image-là ne correspond pas à la réalité. On le voit à France 24. Je crois que le Gabon a les moyens pour cela. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes à un tournant décisif. À la fois de M. Oligui qui a pris le pouvoir, qui nous avait dit qu'il y avait la rupture, mais aussi pour légitimer l'état de droit qu'il veut imposer. L'état de droit, c'est la véritable séparation de pouvoir. C'est la capacité, mais l'honorable a dit, on peut être à l'extérieur et on se fait juger. Mais pourvu que ça se passe dans les normes et dans les règles. Parce qu'il faut qu'on nous donne les détails de cette affaire-là. Sur le plan financier, ça correspond à combien? Est-ce qu'on a les factures? Parce que la justice nous dit, le temps de la justice n'est pas notre temps. Et la justice ne cesse de nous dire d'avoir la preuve. La preuve, c'est qu'on a une vidéo aujourd'hui qui circule et dont on retrouve à la limite le président, la cour d'appel, le procureur, les avocats de la République, le responsable judiciaire, etc., etc. D'accord. Qu'est-ce que ce bon homme faisait là-bas, alors qu'on a un dossier qui est aussi sensible? Nous allons avancer, M. Tchema. Oui, avancer, mais rester sur les propos de M. Tchema pour demander si la justice gabonaise, finalement, a les moyens humains, techniques et juridiques pour conduire un procès d'une telle ampleur, finalement. Écoutez, moi je pense que on a des hommes qui ont été formés pour ça. Je souhaite qu'il n'y ait pas des interférences. Que M. Edi Mina, s'il a en capacité
poursuivre le processus avec le président, mais s'ils ne sont pas en capacité, que l'on trouve des gens qui ont une intégrité irréprochable. Parce que sinon on va dire, on est juge et parti. Et si on est juge et parti... Franck Odometo. Alors, je pense que, comme je l'ai dit au début, nous ne devons pas nous presser pour juger notre justice. On est d'accord que en toute chose, il y a des failles. Et que par ailleurs, nous avons décrié un certain nombre d'irrégularités concernant notre justice. À plus d'une fois d'ailleurs. Mais pour le cas d'espèce, pour le dossier qui nous réunit aujourd'hui, je pense que nous ne devrions pas nous précipiter à donner un jugement, mais plutôt à encourager la justice à poursuivre ce qu'elle a commencé. Tout ce que la justice a fait jusqu'aujourd'hui est encadré. La liberté provisoire, elle est encadrée. Au-delà des arguments évoqués par le procureur général de la Cour d'appel, mais il fallait bien qu'on en arrive à une liberté provisoire. Peu importe les motivations qui peuvent être d'ordre politique, d'ordre diplomatique, mais l'objectif était qu'il y ait une liberté provisoire. Ça a été fait conformément aux textes qui sont en vigueur chez nous. Nous avons également le procès par contumace qui va avoir lieu le 10. Ce procès également est encadré. Et la justice gabonaise s'est inscrite là-dessus. Ce procès va avoir lieu dans les règles de l'art. Jusque-là, elle n'a pas dérogé. Mais il y a d'autres actions qui viennent, qui sont également encadrées. L'extradition, ça existe. Vous pouvez être condamné par contumace étant à l'extérieur, et puis à l'extradition, on vous ramène dans votre pays. Il y a des accords entre les différentes justices, les différents États. Nous avons l'Interpol qui existe encore et qui est chez nous. Donc, moi je pense que jusqu'à présent, la justice gabonaise reste dans son couloir, le procureur général est encore dans son couloir, il fallait bien qu'on en arrive à ce procès. Ce qui est important pour nous, et c'est le souhait partagé, c'est qu'un jugement équitable soit rendu à chacun des mises en cause par rapport aux chefs d'accusation qui leur sont imputés. Vous allez, honorable, vous allez m'excuser, mais je vais rebondir par rapport à la crédibilité justement de cette justice. Bon, moi j'ai un avis contraire, totalement contraire. Premièrement, je pense que les magistrats qui sont sur ce dossier doivent être dessaisis du dossier. Parce que, je vous prends un cas simple. Je recuse la liberté provisoire. Vous savez, l'un des éléments de la liberté provisoire dans le code pénal, le code de procédure pénale, c'est le fait que la justice soit sûre que la personne qui est poursuivie remplit toutes les qualités pour ne pas fuir le territoire. Est-ce qu'en laissant les Bongos partir, sachant que Sylvia, Nouridine ont une double nationalité, une fois à l'extérieur, ils peuvent revendiquer cette nationalité. Est-ce que rien que sur le fait de la double nationalité, ce n'était pas déjà un élément assez important pour se dire qu'il est possible qu'ils ne reviennent pas? Deuxièmement, nous avons suivi ces vidéos qui n'ont pas été démenties. Tout le monde s'accorde à dire, bon, ce sont des vidéos, ça s'est passé. Personne n'a démenti. On ne peut pas se permettre, pour la crédibilité de la justice, d'avoir les mêmes magistrats que l'on a vus, qui ont posé une action quand même qui est assez grave. Dans le code de procédure pénale, il n'y a aucune disposition qui invite les magistrats à les rendre justice à la maison à domicile. Pourquoi est-ce qu'on demande que la justice se fasse au siège? C'est parce que le siège présente toutes les garanties. Vous ne savez pas si à domicile, il y a des armes pour tirer sur les magistrats. Vous ne savez pas s'il y a des caméras qui vous enregistrent. C'est pour cela le tribunal a un siège. Et les magistrats du siège dans la nouvelle constitution bénéficient de ce qu'on appelle l'inamovibilité des magistrats du siège. Donc ils auraient pu rendre tranquillement justice, faire venir Ali Bongo et famille au tribunal, pas se déplacer pour aller chez eux. Rien que le fait qu'ils se soient déplacés pour aller, on peut comprendre Ali Bongo, mais encore qu'Ali Bongo n'était même pas poursuivi. Il n'était qu'en résidence surveillée. Ceux qui étaient poursuivis, c'est Sylvia et Nouridine. Donc rien que ça, c'est assez grave. Et je pense que pour avoir un procès qui est équitable, ne fût-ce que pour l'image de notre justice, ces magistrats doivent être dessaisis du dossier. Ça, c'est un.
Deuxièmement, au prochain Conseil supérieur de la magistrature, ils doivent passer en conseil de discipline. Si je vous assure, on ne fait pas preuve de rigueur, notamment sur ce dossier-là, on va contribuer à continuer à émettre des doutes auprès de nos concitoyens. Et la Ve République ne peut pas et ne doit pas se bâtir sur les doutes envers notre justice. Laissons la politique de côté. Je l'ai dit, je chute par là. Nous sommes tous humains. Dans toutes les républiques au monde, ça se passe ainsi. Aux États-Unis, on parle de Guantanamo, ainsi de suite. Sur des dossiers comme ceux-là, ce n'est pas forcément la loi et le droit qui est lu. C'est la diplomatie qui opère. On ne va pas se mentir. Donc, ne donnons pas le sentiment que oui, on va suivre la loi à la lettre, parce qu'à un certain niveau, l'État ne peut même plus agir, parce que l'État ne vit pas ex nihilo. L'État vit dans un environnement qui est influencé par d'autres partenaires. Donc, ayons simplement la justesse de dire, OK, la justice gabonaise fera son travail, mais préparons aussi l'opinion à dire que, malheureusement, n'étant pas seul, il se peut que la diplomatie agisse. Et donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet en cause toutes nos coopérations et relations diplomatiques parce qu'il faut impérativement qu'on condamne à 100%? Ou est-ce qu'il faut que tout en jugeant, on tienne quand même compte des contributions diplomatiques parce qu'on ne sait pas? Où est-ce qu'on va se retrouver demain? Surtout que, dans le cas de cette transition, nous en sommes sortis parce qu'on a eu l'appui également des partenaires diplomatiques. Je pense qu'il faut qu'on soit franc, parce qu'à force de faire ça, je vous assure, on continue à créer ce doute inutile au sein de l'opinion. Je voudrais solliciter un extra d'une minute. Allez-y, une minute, parce qu'il y a Pierre Claver-Tchema et le docteur qui doivent intervenir aussi. Je vous remercie énormément. Alors, je pense que l'honorable Libeka est un peu trop dur dans son jugement. Et on se connaît là-dessus. C'est normal, c'est la société civile. Cette rigueur qui explose en lui. Non, n'oubliez pas qu'au début, vous avez relevé le fait que le Gabon était dans une situation particulière. Nous étions en transition. Et lorsqu'on est en transition, c'est la norme qui subit. C'est la norme, parce que la situation n'est plus normale. Elle est exceptionnelle. Et certainement, c'est ce caractère d'exceptionnalité qui a conduit à cette liberté provisoire. C'est pour ça que je dis, ne nous attardons pas aux procédures, viciées ou pas viciées, mais ce qui intéresserait la nation, c'est le jugement qui sortira de ce procès. Ne regardons plus en arrière. La transition est restée derrière avec ses cortèges de difficultés. Vous les avez vécues, vous étiez à l'intérieur de cette transition, acteurs majeurs. Ce qui est important, c'est que nous arrivions à un jugement qui satisfasse l'ensemble des Gabonais. Et la liberté provisoire ne bloque pas l'action judiciaire. Le fait que les intéressés soient partis, oui, nous l'avons fait, peut-être pour satisfaire autre chose. Vous avez parlé des volets diplomatiques et autres, bien. Mais ce qui est important, c'est que l'action judiciaire se poursuit en dépit du fait que les intéressés soient à l'extérieur. Et dans la transparence si notre corpus juridique ne reconnaissait pas le jugement, le procès par contumace, oui, ça aurait été un problème pour nous. Mais il ne faut pas oublier aussi que pour parvenir à cette liberté provisoire, si nous tenons à faire confiance à cette vidéo, la vidéo nous a démontré la signature sur l'honneur des mises en cause. À partir de cet instant, ça veut dire que le juge a pris des précautions. Il y a des garanties qui ont été prises. Maintenant, à eux. Les garanties qui ont été visiblement été violées. À eux de respecter. Monsieur Andome, allez-y. La justice, merci beaucoup pour la justice repose sur des textes, sur la loi, sur des dispositions. La justice, lorsqu'il y a collusion, lorsqu'il y a ce genre d'image, je vous assure, c'est compliqué. On peut même vous prêter des intentions, même si vous étiez assis là-bas. Ces images-là sont évocatrices, sont frappantes. Parce que le président lui-même, il va aux Nations Unies. Il ne cesse de ressasser que le Gabon est un exemple de transition. C'est un exemple d'élection présidentielle. C'est un exemple de démocratie. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Ce qui n'est certainement pas faux. Voilà. Mais on peut toujours nuancer cela, on peut avoir des arguments. Parce que les législatives, dont notre ami ici et frère était candidat, on sait comment ça s'est passé. Mais qu'à cela ne tienne, la justice
doit être dans ce qu'on appelle l'impartialité. La justice doit être dans ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Parce que quand on écoute l'audio, sur le plan audio simplement, Ali demande que son avocat soit par exemple là, ça ne devrait pas être ça en réalité. On voit comment Sylvia s'exprime, même si par le passé elle a posé des actes répréhensibles, elle a torturé, elle a fait ce qu'elle a fait, elle a encore des droits. Or, ce qui se passe, c'est que M. Eddy Minant, éminent procureur, le président... Autrement dit, M. Pierre Claver-Tchema, vous défendez Mme Sylvia? Je ne la défends pas, je dis il faut qu'on soit dans l'impartialité. Le devoir à quel moment l'impartialité intervient? Justement, il n'y a pas encore au moment où elle a dirigé ce pays-là d'une main de fer pendant 5 ans. Monsieur, et on la juge. Aujourd'hui, elle se retrouve dans cette situation. Les chefs d'accusation sont connus de tous. Usurpation de titres, trafic d'influence, détournement de deniers publics, parce qu'Ali était malade, on ne sait pas si Ali vivait ou machin, mais ils se sont appropriés, alors qu'on devait normalement mettre une transition, par exemple, ou bien dans le dispositif légal, en la matière, on prévoit quoi? On prévoit des élections anticipées, etc., parce que la Constitution est claire. Les autres nous ont dit là-bas qu'il fallait avoir quoi? Disponibilité temporaire. Ça n'existait même pas dans la Constitution. Est-ce que vous voyez comment ce procès, c'est tous ces éléments-là, la Cour constitutionnelle qui, à l'époque, avait parlé de disponibilité temporaire. Elle aussi, implicitement, a joué pour beaucoup dans cette affaire-là. Parce qu'elle a permis à ce monsieur Noureddin et sa mère de faire ce qu'ils ont fait là. Or, aujourd'hui, on ne voit qu'Ali Bongo et famille. Moi, je parle des déductions et des effets collatéraux. Si la Cour constitutionnelle n'avait pas dit qu'Ali était encore en vie et que c'était une disponibilité temporaire, on ne serait peut-être pas arrivé là. On devait passer à une élection, à une transition, comme Rose Rogomé l'a fait. Or, ça n'a pas été le cas. Moi, je le dis, Monsieur Oligui, il a sauvé le Gabon, c'est vrai, mais il faudrait que ce procès soit un tournant décisif de son pouvoir. On sent qu'il n'y a pas une main sombre sur cette affaire-là. On sent qu'il n'y a pas des interférences ou des pressions. Parce qu'ils auront tous les arguments du monde. Pour dire, ils sont venus chez nous, voilà ce qu'ils ont décidé. On a négocié, on ne négocie pas le groupe. Merci, docteur. Merci, M. Pierre Claver-Tchema. Docteur? Oui. Je vous sentais quand même, vous aviez envie d'intervenir par rapport à ça. En fait, je voudrais dire peut-être 2 ou 3 petites choses en quelques secondes. D'accord. Je crois que ce dossier fait l'objet de projecteurs, non pas par la nature même des faits, mais par le rang des personnes qui sont mises en cause. Il s'agit là d'une femme de président de la République. Il s'agit là d'un fils de président de la République. Nous sommes au Gabon, nous sommes à l'Afrique. Et quand des personnes de ce rang sont mises en cause pour un fait particulier ou des faits, ça suscite naturellement des projecteurs. Je suis persuadé que les mêmes faits auraient été reprochés à un citoyen lambda. On n'aurait pas eu autant d'intérêt. Donc ceci étant, pour dire ceci, la loi, c'est la loi. Et je crois d'ailleurs qu'il n'existe pas une loi sans que quelque part il y ait un peu de grâce. D'exception et de grâce. Il s'agit de Madame Sylvia, il s'agit de Noureddin, voyez-vous. J'ai même envie d'aller plus loin. Les actes qu'ils ont posés, je me pose une question. On a vu, je crois que tout le monde a vu, des valises avec énormément de billets d'argent. Eux l'ont fait parce qu'ils avaient la capacité et à disposition ces billets d'argent. Dites-moi, est-ce que d'autres Gabonais, qu'ils soient de rang élevé ou pas, auraient pu résister ayant des billets à disposition? Je ne préjuge de rien, comme pour dire ce qu'ils ont fait comme acte reprochable, beaucoup d'autres auraient posé le même acte. Sauf que si j'avais à disposition des billets, que le Seigneur m'ait préservé de prendre ces billets, c'est la seule formulation que je peux prononcer. Parce que beaucoup de gens auraient fait pareil, seulement ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas à disposition les billets. Ceci étant, il s'agit de la loi. Et je suis tout à fait à l'aise, autant avec M. Ondo, autant avec l'honorable, pour dire ceci, la loi, c'est la loi. Nous sommes face à une épreuve. Quand je dis nous, c'est le Gabon. C'est le Gabon. Parce que là, la justice gabonaise est devant un dossier de taille et d'envergure. Comme on pourrait dire, pour parler de manière très simpliste, mon enfant a fait le lycée, il arrive en terminale et le bac est un examen important.
Et comme il a souvent une moyenne de 9 sur 20, 8 sur 20, 10 sur 20, je ne dis pas que la justice gabonaise a souvent 9 sur 20 ou 10 sur 20. Elle est devant une épreuve très, très délicate. Nous attendons avec une forte aspiration voir notre justice avoir 18 sur 20. Effectivement. Ce serait une surprise agréable et nous l'attendons. Effectivement, docteur. La justice gabonaise est ici une fois de plus à interpeller. Alors, moi, j'ai envie de savoir que peut-on attendre concrètement en termes de vérité, en termes de réparation et de transparence dans ce procès? Que peut-on attendre, messieurs? Bon, de la prendre. Là, on rentre maintenant dans le vif du sujet. On y est déjà. Oui, c'est-à-dire que tout à l'heure, on s'est appesanti Depuis 10 minutes, sur ce qui s'est passé. on y est. Et on passe maintenant, on peut essayer d'anticiper sur ce qui doit se passer. Voilà. Moi, je pense qu'à travers ce procès, par contumace, oui, ils ne seront pas jugés en étant présents sur le territoire. Mhm. Mais la justice doit être rendue. Je vois ce procès sous deux angles. Du point de vue diplomatique, il fallait donner toutes les garanties en matière de préservation de l'intégrité physique et morale d'un couple de chefs d'État. Et je pense que c'est dans ce sens que la diplomatie a agi de façon à ce qu'ils puissent être exfiltrés du territoire pour garantir leur intégrité physique et morale. Que les militaires en transition, contrairement à beaucoup, je rappelle que là en transition, dans des pays en transition, il y a des chefs d'État qui ont été enlevés par coup d'État qui sont encore en résidence surveillée. Présentement, où on en parle. Le Niger à côté, c'est le cas. Bazoum est toujours en résidence surveillée. Le Gabon a sûrement voulu faire différemment. C'est pour cela que qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, il faut quand même qu'on arrive à reconnaître que notre transition a été particulière. Le Gabon s'est arrangé à ne pas gérer l'affaire comme des militaires, mais comme des patriotes, en permettant à ces derniers d'être hors du territoire et donner toutes les garanties aux instances internationales et nationales que leur intégrité physique et morale a été préservée. Et aujourd'hui, les magistrats ont l'opportunité de rendre le droit. Même si après ce droit, ils n'auront peut-être pas purgé physiquement la peine en étant au Gabon, mais il n'y a rien aujourd'hui, il n'y a même pas une influence diplomatique qui puisse aujourd'hui empêcher aux magistrats de lire le droit et de rendre justice comme il se doit. La seule frustration que nous, en tant que citoyens, nous aurons, c'est peut-être de ne pas voir ce couple-là purger sa peine en étant au Gabon. C'est tout. Donc on attend. Moi, je suis confiant sur le fait que la justice sera vraiment rendue. Impartiale. Elle sera impartiale. Mais je serai déçu parce que malheureusement, ceux-là qui forcément vont être condamnés, moi je suis plaignant, vous le savez. Voilà, nous avons lu encore en fonction. Nous avons lu votre. Voilà, ils étaient encore en fonction, c'est pas quand ils sont partis, il y a quelques jours. Fonction. Le seul regret, c'est qu'ils ne pourront pas être ici pour. Alors, messieurs, je vous annonce la présence de Maître Béranger Nzé. Ah, nous l'attendions au début d'émission. Malheureusement, il est là, mieux vaut tard que jamais. Il va prendre le temps en marche, effectivement. Anita Jordana Tsumba, Maître, vous avez pris connaissance de la thématique. Tout à fait. Et nous, comme l'a dit l'honorable il y a quelques instants, nous entrons réellement dans le vif du sujet par rapport justement aux attentes quant à la condamnation, justement, si condamnation il y a. Voilà, de ces deux personnes par rapport à ce qui va advenir justement de ces compatriotes qui justement se retrouvent à l'étranger aujourd'hui. Oui, déjà merci. Que dit la loi? Écoutez, la loi permet le jugement. Qu'est-ce qu'est capable de faire la loi pour justement la loi, se donner de la crédibilité encore aujourd'hui? Tout à fait. La loi, heureusement, malheureusement, selon que l'on se positionne d'un côté ou l'autre, prévoit le jugement par contumace. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans un tel cas, dans un procès de ce type, un jugement par contumace serait le mieux approprié pour rassurer les populations. Je tiens quand même à dire qu'un jugement par contumace, une décision par contumace, ça fait à l'absence. Et ça peut être rectifié si la personne estime que ça a été rendu avant le délai de prescription, on part à zéro.
Vous comprenez? Mais il va rester le véritable problème de rassurer nos populations, mais surtout de l'exécution de cette décision. Non seulement l'exécution après les voies de recours, si les personnes n'exercent pas de voies de recours. Je suis, moi, en tant que praticien du droit et vivant au Gabon, un peu déçu. Voilà, un peu déçu en toute honnêteté, il faut le dire, parce que je pense que c'était un discrédit, au-delà de tout, de notre système judiciaire. Même si c'est prévu par la loi, on aurait dû tout faire pour que ces personnes comparaissent effectivement au Gabon, qu'elles restent sous main de justice jusqu'à ce qu'elles soient jugées, présentes devant les juridictions gabonaises. Là, vous allez avoir un procès où M. Fumbola, certainement, n'aura pas d'intérêt à aller y assister, puisqu'il n'y aura pas de débat contradictoire. Et donc, ce sera juste les magistrats. Tenez-vous bien, si c'est un criminel, même les assesseurs, donc ce qu'on appelle les jurys, ne sont pas autorisés à être là. C'est uniquement les magistrats professionnels et le parquet. Donc, ils vont faire leur truc, ils vont lire les faits, le dossier, et ils vont décider de rendre la décision dans sans débat contradictoire. Alors, maître, moi, je voudrais votre avis, je voudrais votre avis sur justement cette vidéo qui devient pratiquement, qui est devenue virale, où Monsieur Noureddine explique à sa mère que le document qu'il devait signer n'a pas force juridique. Vous êtes avocat, vous avez sûrement rencontré ce genre de... Est-ce que le document qui a été signé en l'absence du conseil des deux accusés a force juridique? On peut effectivement penser que le consentement a été vicié. Parce que à l'entame de cette vidéo, le président Ali Bongo demande la présence de son avocat, ce qui est son droit absolu, qui est garanti par la Constitution. Que l'on l'aime ou pas, je veux dire, en tant que légaliste, ce droit doit être respecté. Si je requiers, et la loi me le permet, à ce moment-là d'exiger la présence de mon avocat, il faut que, avant que je le signe, mon avocat soit là, sinon mon consentement peut être vicié. Autre chose, il faut donner de la pertinence à ce document. Quelle est sa valeur juridique? Est-ce une composition pénale? On peut se poser la question, est-ce qu'une composition pénale est de la compétence du procureur général? Je ne pense pas avoir lu ça dans le code pénal. La composition pénale est une forme de compétence exclusive du procureur de la République. Je ne parle pas du ministère public, qui peut inclure le procureur de la République, le procureur général. Mais il y a le procureur de la République qui est une instance distincte du procureur général. Et dans la composition pénale, elle est menée par le procureur de la République. Or, dans la vidéo, vous ne voyez nulle part la présence d'un parquetier du parquet de la République. Et donc, vous avez également, si c'est une composition pénale, vous avez la présence du siège, donc du premier président de la Cour d'appel, qui, si on était dans le cadre d'une composition pénale, n'a rien à faire là-dedans parce qu'il s'agit d'une procédure exclusivement pénale, ce qu'on appelle, je veux dire, comme un déferment pénal qui concerne uniquement le parquet et les parties. Or là, le président de la Cour d'appel est là, et donc sa présence ne se justifiait absolument pas. Enfin, vous avez, tout au long de cette vidéo, vous avez l'impression que les débats et tout a été préparé par l'agent judiciaire de l'État. Or, la composition pénale est préparée par le ministère public, sur proposition de chacune des parties négociée, et est présentée par le procureur de la République à l'appréciation de chacune des parties. Or là, c'est une partie qui soumet de façon presque obligatoire un document à l'autre partie et qui, lui, presque refuse le droit d'être assisté par son conseil. Sur un plan purement légal, ça remet en cause justement la validité du consentement qui a été donné par la signature. Et justement, dans cette vidéo, on va rester un petit peu sur la vidéo en question. On entend Noureddine promettre de respecter certaines clauses, la clause de confidentialité. Toutefois, il y a quelques jours, justement, la vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Mais si j'admets que le document n'a aucune valeur, tout ce qui en constitue le corpus n'a aucune valeur, donc la clause de confidentialité. Et donc, je suis tout à fait en droit de divulguer tout ça, puisque je ne suis pas lié par cette clause de confidentialité qui n'existe pas, puisque j'estime que le document est nul et sans valeur. Ce qui est, à mon sens, assez pertinent, parce que, comme je viens de vous dire, chaque fois que vous signez un acte, il faut que le consentement ait été donné de façon la plus éclairée. Chaque fois que le consentement est vicié et altéré de quelque nature que ce soit, votre consentement dans ces conditions altère la validité de l'acte. Malheureusement, il aurait juste fallu
il aurait juste fallu accepter que l'avocat vienne. Ça aurait été tellement simple. Accepter que l'avocat vienne, que l'avocat soit là et garantisse la sérénité de la signature de son client. En refusant que cet avocat soit là, on a dénué ce document de toute valeur juridique, malheureusement. Alors, messieurs, je vais encore une fois de plus, par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui, nous avons un groupuscule de compatriotes aujourd'hui qui vivent à l'étranger, qui aujourd'hui en font chou gras justement de cette affaire et qui défendent aujourd'hui la famille Bongo. Votre avis en tant que compatriote et en tant que Gabonais, votre avis, Monsieur Tchema? Moi, je pense que nous sommes en démocratie. Et la démocratie, c'est aussi la liberté d'expression. Nous ne pouvons pas... Écoutez, on a décidé de débarquer à Libongo et tout le monde parce qu'on a pensé que la démocratie était viciée, parce que M. Yama, il est à l'aéroport, on le prend, on le met un machin. Là encore, écoutez, il faut qu'on apprenne à écouter les voix discordantes, même lorsqu'elles ne sont pas pertinentes. Les gens sont libres de leur point de vue. Je ne suis pas activiste, je vois des gens s'agiter en France et autres, tout ça. Mais écoutez, il y a des activistes qu'on a dit qu'ils étaient proches du pouvoir actuel. Est-ce qu'on n'a pas dit ça? Est-ce que quand on a dit que tel, Madame Laurence Ndom, Monsieur Maïs Moussi était proche du président Legui, ça ne devait pas fâcher. Les gens se positionnent, et bien entendu, en fonction de leurs intérêts, ou bien en fonction de leur histoire, en fonction de leur vécu. Sauf qu'on a des diasporas qui vacillent. Un matin, ils sont avec Oligui, le soir, ils sont avec maintenant Ali Bongo. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, nous sommes en démocratie. Il faut apprendre à écouter. Mais j'ai même vu l'archevêque Ibaba dire ça au président Oligui lors au palais présidentiel, les vœux de Nouvel An, a dit au président, apprenez à prendre en compte les voix dissonantes. Et non, nous sommes en démocratie. Les gens qui sont à Paris, Madame Souba et les autres qui prennent position, ils ont le droit de prendre position pourvu qu'ils prennent connaissance à la fois du dossier, qu'il ait les arguments juridiques, même si on a aujourd'hui cette vidéo-là. En réalité, ce procès doit faire école. S'il est réellement posé, s'il est réellement exécuté, s'il est réellement articulé par des magistrats de haut rang, de qualité, qui ont une probité irréprochable. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons, écoutez, on a la CNAMGES, on a le Gabon Oil, etc., etc. Donc ce procès va être un continuum pour pouvoir aller traquer tous ceux qui s'amusent avec l'argent du contribuable. Docteur? Oui, je voudrais au sujet des activistes, je pense qu'il n'y a pas de commentaire. L'essentiel, c'est que les activistes fassent preuve d'honneur, de dignité et surtout de dire la vérité. Que ça soit un activiste ou non, je crois que c'est minable et c'est indigne de mentir aux gens. Et je ne dis pas qu'ils ont menti. Je voudrais simplement interpeller ici les uns et les autres, même si on est en démocratie, il est quand même juste et bon de dire la vérité. La vérité fait honneur à celui qui la partage et fait honneur à la communauté. C'est là mon seul point de vue. On est libre de dire ce qu'on veut, mais à condition que dans cet espace de liberté, que la dignité, l'honneur soit. Tout à fait. Merci. Franck? Alors, sur tout autre plan, parce qu'en réalité... essayons de rester un peu sur ce qui se passe un peu aujourd'hui avec nos compatriotes, nos frères qui sont exilés, si je peux le dire comme ça. Nos amis de la diaspora ont un souci particulier. La plupart d'entre eux se sont donné le statut d'exilés. Exilés poursuivis par l'ancien régime. Et lorsque tu as le statut de réfugié, d'exilé, tu bénéficies de quelques prébendes. Ils vivent de ça. Alors, lorsque le régime change, Ali Bongo et les autres tombent, en réalité, ils devaient perdre leur statut de réfugié. Et avec ça, tous les avantages liés. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Étant donné qu'ils ont commis beaucoup d'affres, beaucoup de torts à des compatriotes qui sont au Gabon, ils avaient peur d'être rapatriés. Il fallait changer de logiciel. Donc, pour maintenir le statut de réfugié, ils ont commencé à fomenter des actions contre le régime actuel. C'est regrettable. Et c'est une vérité. Donc, tout ce qu'ils disent aujourd'hui n'a de valeur que pour ceux-là qui veulent les écouter. Ils profitent de tout cela pour montrer à la France, aux pays d'accueil, qu'ils sont toujours en danger par rapport au système politique gabonais. Nous en sommes là.
Et beaucoup savent est-ce que vous partagez beaucoup ce- d'entre eux sont marchandés, hein, vous savez. Hein. Yes. Tout à fait. Beaucoup tout à d'entre eux fait. sont marchandés. Tout à fait. Pour qu'ils vous diffusent des informations, et bien, vous faites un dépôt dans son compte financier. Ça lui permet de vivre. Et puis, tout d'un coup, il se met à insulter. Honorable, vous partagez Non, ce point peut-être de pas vue? dans le même angle, mais on n'est pas tant loin de là. Pour moi, c'est l'illustration même du vice. Vous savez, une cause que l'on défend n'a pas de coloration. Quand on défend une cause. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, avoir demandé à ce qu'Ali Bongo, qui a le sang encore de nos frères de 2016, soit jugé qu'il repente de ça. Et le fait, par exemple, que je sois en contradiction avec celui qui est au pouvoir, me poussait, moi, aujourd'hui, à défendre ce dernier, alors qu'il n'a pas encore répondu. Rien que de ce fait. Ça remet en cause la moralité de nos frères et de nos sœurs. Pour nous, moi singulièrement, qui est perdu en 2016 dans la nuit du 31 août, mon cadet, qui a reçu une balle, qui a perforé son poumon gauche, sorti par le poumon droit, au sein de la prison centrale de Libreville, parce que dans la nuit du 31, il y a eu des événements dans la prison centrale. Je suis allé reconnaître mon cadet à Kasebga, après un mois, où son corps était caché, on s'apprêtait à l'enterrer en tant qu'indigent. J'ai vu mon cadet être enseveli sur la route en tout. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, attendant que justice soit rendue parce que je suis plaignant pour ces faits avec ma famille, peu importe ce que je peux avoir comme contradiction, haine contre le système, je ne pourrai jamais, moi, au nom de cette moralité, au nom du patriotisme, de l'amour que j'ai pour mon pays, protéger et défendre ceux-là qui ont été auteurs, soit directs ou indirects, de ces faits-là. Donc c'est vraiment une question de morale. Et c'est en fait toute la société qui doit être moralisée. On a un problème de morale et de vertu dans notre pays. Et c'est quelque chose qui est généralisé. Au niveau de la justice, c'est la même chose, on a un problème de morale. Dans nos administrations, c'est la même chose. Les problèmes fonciers, ce sont des Gabonais qui vendent des terres à des expatriés. Et quand ces expatriés veulent faire valoir leurs droits, on fait valoir le fait que nous sommes Gabonais, et pourtant ce sont eux. Donc, on a un problème de morale. Et étant dans cet environnement, je ne suis pas du tout surpris par le comportement de mes frères. Et d'ailleurs, je suis par là. Hier, en rentrant, j'étais soutenir un grand frère qui a perdu son épouse. Je suis appelé par une de mes sœurs. Elle demeure ma sœur, princesse de Souba. Je vois le numéro, je décroche, il était 23h. Alors on m'insulte jusque sous la ceinture. Je comprends pas en fait. Parce que moi je suis en train de rentrer, c'est pas ce qui se passe. Et elle m'insulte, je vais répondre, on raccroche. Un autre m'appelle, me dit, non mais tu viens de te faire insulter, ils sont sur un live où ils sont en train de t'insulter. J'ai dit non, moi j'ai pas peur, ce sont des frères. Je rappelle. On m'insulte, je rappelle. J'ai insisté pour avoir un débat posé et civilisé. On a pu avoir ce débat, ce sont eux-mêmes qui sont partis. J'ai appris, lors du débat, on m'a dit, je suis franc-maçon, le président qui m'a introduit là-dedans, je suis un vendu. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Je suis allé supplier Mundunga de demander à mon adversaire au second tour de me retirer. J'étais protégé le 31 août par Oligui quand il a fait le coup. Donc, on a tout écouté. Mais je prends tous ces exemples, c'est juste pour montrer le côté de l'immoralité. On ne peut rien attendre de bon de nos frères. Ce qu'ils auraient dû faire, si vraiment ils aimaient la patrie, quand Ali Bongo a été exfiltré, c'était à eux de prendre le relais dans la diaspora pour porter plainte au sein des organisations internationales contre eux, au nom de la cause qu'ils disaient défendre. Le fait qu'ils, aujourd'hui, défendent Ali Bongo au lieu de les poursuivre dans la diaspora démontre à suffisance qu'ils ne défendaient pas des causes. Ce sont des marchands. Alors, nos échanges tirent à leur fin. Hein. Peut-être une question avant le dernier tour de table. Alors, ce procès, en parlant ici de la population, les attentes de la population, parce qu'on n'en a pas on n'a pas vraiment abordé ce point. Alors, ce procès peut-il restaurer la confiance du peuple dans les institutions judiciaires? Je m'adressais à Maître Béranger qui... Écoutez, c'est une question, c'est costaud, c'est compliqué. Vous savez, le peuple, il aime tout ce qui est spectacle, on va dire ça comme ça. Le peuple avait envie de voir Madame Sylvia et Monsieur Noureddine à la barre de notre justice. Ça aurait suffi au peuple.
de les voir à la barre, répondre aux questions de la justice de leur pays. Le fait qu'on ait privé le peuple de ce droit, à mon sens, rend sans intérêt pour le peuple, et je n'ai pas la prétention de parler au nom du peuple, mais étant un maillon du peuple, je pense que ça rend sans intérêt ce projet, ce procès. Vous verrez certainement, vous les médias, s'il a lieu, assister, vous verrez certainement pas une grosse mobilisation populaire lors de ce procès. Alors, Maître Bélanger, en tant qu'expert justement du droit, si les deux accusés étaient condamnés au lendemain du 10 novembre, est-ce que peut-on s'attendre à une extradition justement de là où ils pourront être, que ce soit en France, que ce soit à Londres? Est-ce qu'on peut s'attendre à une extradition de ces personnes ici au Gabon? Il faut voir les accords de coopération entre le Gabon et je crois que l'Angleterre. Je ne sais pas s'il y a des accords de coopération en matière d'extradition entre le Gabon et l'Angleterre. S'il n'y en a pas, malheureusement, ils ne seront jamais extradés par l'Angleterre. Maintenant, s'il y a cet accord, on pourrait envisager des négociations avec les autorités anglaises pour voir dans quelles conditions ces personnes peuvent être extradées. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur cet accord et je ne pense pas que cet accord puisse exister, sauf à me tromper. Je ne pense pas que nous irons d'accord d'extradition avec l'Angleterre. Donc, ces personnes vont certainement être condamnées, mais il va s'avérer que la décision, son exécution, au moins sur le plan des condamnations pénales d'emprisonnement s'il y a lieu, ne pourra pas être exécutée. On pourrait se consoler avec des condamnations peut-être à des dommages et intérêts, comment on appelle ça, ce qu'on appelle les dépens. Voilà, donc à des pénalités qui pourront être, des amendes qui pourront être élevées et qui pourront faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Peut-être si on a accès à leur compte. C'est la seule consolation qu'on pourrait avoir. Mais je vais quand même dire, si vous me permettez, que nous devons accepter pour les activistes que la démocratie est considérée comme cette dernière intervention comme la démocratie, c'est justement l'acceptation de la diversité et de la pluralité de pensée. Il ne faut pas avoir un raisonnement qui toujours condamne. Il faut écouter ce que les gens disent et leur apporter une réponse pertinente. Que les gens soient dans leurs calculs, comme mon grand frère a dit, c'est humain quand on soit dans ces calculs. Mais est-ce que ce qu'ils disent a de la pertinence? Et là, je pense que je rejoins M. Foumoula, qu'il faut leur apporter une réponse pertinente, pas une réponse de l'émotion. Il y en a qui aiment Ali Bongo. Vous faites quoi avec ça? S'ils défendent quelqu'un qu'ils aiment, laissez-les défendre la personne qu'ils aiment. Il ne faut pas les condamner. Il faut juste leur apporter une réponse pertinente. Je pense que c'est la seule chose à faire. Alors, on va faire un dernier tour de table. On retient simplement que notre pays, que Dieu ait son âme, Casbir Oyemba disait, l'argent a pourri mon pays. Et il avait si bien raison. L'argent a pourri. Parce que M. Ali et sa femme sont à Londres, on est toujours dans les mêmes situations. J'espère que le pouvoir en place, après ce procès, va aller traquer tous ceux qui sont rentrés en cours dans cette même logique. Parce qu'on nous a parlé de la rupture, messieurs. Aujourd'hui, c'est Noureddine et sa maman. Mais tous ceux qui sont restés au pays, là, on apprend que un des conseillers du président de la République est là-bas. Moi, je me dis que c'est un écran de fumée. La CNAMGES, la Gabon Oual, où en sommes-nous? Pourquoi il n'y a pas cette volonté de casser la baraque pour dire on n'en veut plus, on n'en parle plus de cette affaire-là? L'argent a pourri mon pays, Oyemba l'avait dit. Mais j'ai dit, et j'ai dit au pouvoir, Soni Laboutansi a écrit un texte, M. Foumbla, vous êtes député, je sous-signé cardiaque. Il ne faut pas que notre pays devienne ce que Soni Laboutansi a dit dans son texte, je suis signé cardiaque. Je suis tout, absolument tout. J'ai des sous, des millions, des milliards. Et je m'en sers à dégonfler la loi, à dégonfler les autres. Je suis la loi, je suis le drapeau, je suis la justice. Il faut que la justice fasse son travail. Si elle est assujettie, c'est pas la peine. Si elle est inféodée, c'est pas la peine. Si elle est infantilisée, c'est pas la peine. Si elle est caporalisée, c'est pas la peine. Et je rejoins l'honorable ici. Merci Pierre. Tout ce qui était dans le salon d'Ali doit être dessaisi en termes de magistrats, procureurs et autres, tout ça, pour que l'impartialité, pour que la vérité survive. Parce qu'on a plusieurs discours dans ce pays. Merci, monsieur. On ne sait même pas les intentions réelles. On est dans Honorable Foumoula. C'est pas un procès comme tous les autres. On juge là un chef d'État. Je connais pas. Je parle en présence de praticiens de droit. Je ne sais pas combien de chefs d'État en dehors de Sarkozy ont été incarcérés. Je n'en connais pas. Même dans la plus grande démocratie du monde, Bush, malgré toutes les actions qu'il a posées, ils ont tout fait pour ne jamais l'envoyer
en prison. Donc, c'est vraiment pas un procès comme les autres. Mais c'est sous cet angle-là qu'on doit mener cette communication, le faire comprendre aux populations. Ali Bongo, Sylvia Bongo, Nouridine Bongo ne sont pas des personnes lambda. Je l'ai dit en introduction, la diplomatie va agir. On n'a jamais vu un chef d'État être condamné, en dehors de Sarkozy aujourd'hui, qui est une exception. Donc moi, je ne m'attendais pas à voir Ali Bongo être condamné, bien purger une peine ici au Gabon. Cependant... Excuse-moi, Honorable, mais c'est son temps, Ali c'est Bongo, son Ali, temps, non, parce qu'on est dans le débat. Ali Bongo, je pense, n'est pas... il n'est pas l'accusé. Voilà. Et Madame Sylvia, je ne sais pas si il n'est pas mis en cause. Et Madame Sylvia et son fils, je ne pense pas qu'ils aient un statut qui leur confère une immunité ou une protection particulière pour qu'ils ne soient pas jugés. Si c'était M. Ali Bongo, ce qu'honorable dit aurait un sens. C'est vraiment bien de le signaler. C'est vraiment bien de le signaler. Si je parle d'Ali Bongo, c'est simplement parce que les accusés aujourd'hui qui le sont à cause d'Ali Bongo, à cause de l'indisponibilité de l'état de santé d'Ali Bongo. On ne peut pas condamner ces personnes sans condamner Ali Bongo. Ah non, monsieur, en gros, c'est que je voulais dire... Ils sont là de leur propre fait. Justement, en matière pénale, la responsabilité personnelle, elle est individuelle. Donc, il ne faut pas qu'on dise qu'ils ont posé des actes parce que monsieur Ali Bongo est tombé malade. Nous tous, nous pouvons tomber malade. Mais est-ce que c'est ce qui justifiait que ces personnes s'arrogent le droit de rentrer, de se mixer dans la gestion de la chose publique? Et où était la Cour constitutionnelle dans notre cas? À ce moment-là, il faut vraiment... Où était la Cour constitutionnelle? J'insiste, il n'y a pas de responsabilité sur Sylvia et Ali Bongo et Nouridine sans pour autant qu'on implique Ali Bongo. Si on remet en cause la responsabilité d'Ali Bongo, c'est qu'on remet en cause tous les actes qui ont été signés au nom d'Ali Bongo. Ali Bongo a fait des discours, il a participé plus ou moins à des événements, il a reçu des chefs d'État, il s'est exprimé. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire, c'est dans ce sens que je dis, tout est lié. Ce que le reproche que justement fait à l'État, c'est de ne pas avoir porté plainte également à Ali Bongo. C'est pourquoi en fait je garde cet angle-là. On aurait été très pertinent le faire. Voilà, donc j'étais en train de boucler. Oui, on aurait vraiment... On ne connaît pas beaucoup de chefs d'État. Non, j'ai été interrompu dans ma conclusion. On ne connaît pas beaucoup de chefs d'État qui ont été condamnés. On ne s'attendait pas à voir un Ali Bongo purger sa peine ici, même si c'était le souhait de nous autres. Malheureusement, le jugement qui sera rendu n'aura pas la même saveur, comme l'avait dit Maître Béranger. On va apprécier, il va peut-être s'exécuter, mais je ne crois pas un seul instant que Ali Bongo, Sylvia Nouridine seront extradés. Je l'ai dit en introduction, ils ont la double nationalité, ils peuvent la faire valoir, et les accords de coopération sur des questions d'extradition, je ne pense pas, parce que c'est plus un dossier comme les autres. C'est un dossier diplomatique que nous sommes en train de juger en réalité. Il peut même renoncer à la nationalité. Voilà. D'accord. Non, mais moi, Franck, on va boucler, monsieur Tchema. Avant que Franck le bouche, moi, il faut dire ceci, nous sommes Gabonais. Il y a des hommes politiques, d'une autorité qui ont posé la question de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Parce que qu'on le veuille pas, au sortir de ce procès, premier cas de figure, Ali et madame ne seront pas... Ils savent qu'ils vont être condamnés, ça c'est clair. N'ayons pas peur de nous, n'ayons pas... Ça va être ça. Ça va être ça. Mais après ça, est-ce qu'on aura réglé le problème? Parce qu'on sait qu'en 2016, chez Jean Ping, il y a eu... On sait qu'en 2009, il y a eu ceci. Mais tous ces acteurs-là sont où? C'est vrai, aujourd'hui, on pose le problème de l'argent qui a été détourné dans les paradis fiscaux et tout ça. Ali Bongo et son enfant, et ses enfants ont pris le pouvoir. Mais les gens ont eu des galons, les gens ont eu colonels, les gens étaient ministres par Sylvia, machin. Et la Cour constitutionnelle était où? On n'en parle même pas, tout ça. Monsieur Tchema, artistique. Ça sera l'objet de la suite, justement, de cette thématique. Une autre fois, nous allons laisser Franck Ndometo se conclure en 1 minute. Le doyen n'a pas parlé, je pense. Il n'a pas parlé. Oh, docteur, vous n'avez rien dit? Ben allez-y, rapidement. Non, allez-y, rapidement, docteur, vraiment. Non, simplement reprendre... Maître, c'est accaparer votre temps de parole. Désolé, je partage tout à fait les avis des uns et des autres, mais je peux, pour ma part, dire un dernier petit mot en me liant à ce que disait Honorable tout à l'heure. En tant qu'expert dans les sciences du comportement, non pas question de déballer ici des notions théoriques. Nos pays et l'Afrique souffrent énormément de moralité. Et les actes qui sont posés, que ce soit en politique ou dans le droit, malheureusement, les gens n'ont véritablement pas souvent une attache très forte
dans leurs convictions vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de l'équité, vis-à-vis du respect de l'être humain. Ma doléance, elle est celle-là. Que Dieu aide le Gabon, parce que la justice élève une nation. Le contraire, je vous rassure, abaisse et ridiculise tout un pays. Franck, vraiment, Alors, en une minute. En une minute, je dirais même en quelques secondes. Ah, d'accord. La justice gabonaise, effectivement, est mise à l'épreuve. Mais je l'ai dit au début, ne nous aventurons pas à juger avant que le procès ait lieu et avant que le jugement ne soit connu. Absolument. Le souhait qui est le nôtre, c'est que ce procès soit un procès équitable. Et la crainte, c'est qu'il n'y ait pas la présence La de présence des partie accusés. adverse, qui peut se faire représenter par des avocats. Le plus important, c'est qu'il y ait la partie adverse, partie mise en cause. Dès lors que ce procès va avoir lieu, on l'a dit tout à l'heure, la diplomatie a joué un rôle important, certainement, pour qu'il y ait liberté provisoire. Et nous osons croire que lorsque nous allons arriver à la décision finale, eh bien, que cette même diplomatie puisse agir pour faire en sorte que si jamais les mises en cause sont condamnées, que ces derniers soient extradités au Gabon. Ça, c'est important pour nous, sinon, aucune satisfaction si la condamnation n'est que morale. Aucune satisfaction. Je veux rappeler que leur avocat Merci, ne Franck prendrait Ndometo. pas à cette audience. L'avocat des inculpés ne prendra pas part à cette audience parce qu'elle n'a qu'un rôle d'assistance. Et si les inculpés ne sont pas là physiquement, la présence de l'avocat devient totalement inutile. Donc, Merci, messieurs, d'avoir répondu vraiment positivement à cette invitation. Aujourd'hui, nous avons essayé d'analyser et de décrypter cette actualité sur le procès à venir de la famille Bongo, autrement dit Sylvia Bongo et Nouroudine Bongo Valentin. La thématique, la justice gabonaise est-elle en quête de légitimité ou subit-elle le chantage de la diplomatie judiciaire? Vous l'avez entendu tout au long de cette émission. Anita Jordana Tsumba, merci d'avoir contribué justement à la préparation de cette émission. J'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour une autre thématique. Geoffroy Fumboula, merci d'être passé à Radio Gabon sur Radio Gabon pour donner votre avis sur cette actualité. Pierre Claver Chema, docteur Ekoeni, Maître Béranger, Zé, Franck Ndometo, merci. Cette émission a été malicieusement réalisée par Wilfried Nzo Ontutum, une idée originale de Lauriane Igambo, supervisée par Nina Kelia Mounyepa, à la supervision générale Claudette Okomeore. Je suis Vibrian Asoko Lomo. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur les programmes de Radio Gabon, la référence.